Bonsoir et merci de me retrouver sur le plateau de Je suis venu vous dire. Ce soir, je recevrai le ministre du Logement, Hervé de Charette. Converti au giscardisme depuis plus de 20 ans, il est le seul au gouvernement aujourd'hui à ne soutenir ni Édouard Balladur ni Jacques Chirac. Monsieur de Charette, lui, milite pour une candidature UDF. J'accueillerai ensuite l'un des princes de la haute couture française, Karl Lagerfeld. Il viendra nous dire s'il se définit plus comme un homme de culture ou un homme de couture. Mais tout de suite, le ministre Hervé de Charette. Hervé de Charette de la Contrie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes giscardien, vous êtes ministre du Logement au gouvernement d'Édouard Balladur et vous êtes également maire de Saint-Florent-le-Vieil. Vous connaissez ? Une petite commune, je n'y suis jamais allée, une petite commune située dans le Maine-et-Loire et qui a été martyrisée durant les guerres de Vendée. Alors, monsieur le maire, pourquoi est-ce qu'on ne célèbre jamais le 14 juillet dans votre commune ? Oh, écoutez, je crois qu'à l'origine, il devait y avoir des raisons... disons politiques, oui. Il y a 2 siècles. Aujourd'hui, il n'y a plus ces raisons-là. C'est une tradition et personne ne le fait. Cela paraît normal. Quand j'étais élu maire, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet Mais les lois de la République s'appliquent partout quand même. Oui, c'est-à-dire que naturellement... Monsieur le maire, quand même. Les lois de la République, ça veut dire que les monuments portent des drapeaux, comme cela va de soi. Mais il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation officielle. Voilà. Oui. C'est la tradition de Saint-Florent-le-Vieil est ainsi, mais il ne faut pas y voir de volonté politique de ma part. Oui, alors simplement, est-ce à cause de la mort de l'un de vos ancêtres, le général de Charette, qui a été tué par les Bleus, les Républicains ? Fusillé, oui. C'est pour cette raison que vous ne célébrez pas l'anniversaire de la prise de la Bastille ? Non, je vous le dis, c'est... Non, parce qu'on peut se poser cette question quand même. Oui, vous auriez tort. C'est une tradition qui a 2 siècles. Et je ne suis pas maire depuis 2 siècles, je suis maire depuis exactement 6 ans. Oui, c'est pas mal quand même. Oui, c'est bien, mais quand je suis arrivé, je vous le répète, mes adjoints m'ont dit, ah non, c'est pas l'habitude, et on garde le voici, le général de Charette. Il avait fière allure, n'est-ce pas ? Oui, enfin, là, il n'a pas l'air très gai, alors que c'est un personnage très vivant, haut en couleur, plein d'enthousiasme et d'ardeur. Oui. Mais vous êtes quand même un républicain dans l'âme. Oui, aujourd'hui, tout le monde est républicain. Enfin, presque tout le monde est républicain. Mais naturellement, je le suis, oui, bien sûr. Mais un républicain ne se doit pas de célébrer le 14 juillet, quand même ? Non, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays ? Vous dites non. Non, il faut faire ce que la République prévoit, c'est-à-dire de mettre les drapeaux sur les monuments publics, ce que je fais. La mairie, un drapeau le 14 juillet, ça va de soi. Mais qu'est-ce que vous appelez célébrer ? C'est faire un feu d'artifice ? C'est faire un bal populaire le 14 juillet ? C'est pas la tradition à Saint-Florent-le-Vieil. Vive la République ! Oui, bien entendu, rassurez-vous, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quand même bizarre, hein, c'est étonnant. Il faut savoir que dans l'Ouest, dans cette partie de l'Ouest qui a été très éprouvée par les guerres de Vendée, il est resté pendant très longtemps le sentiment d'une très grande injustice faite par la République, faite par l'État, faite par la France, à leur égard, à notre égard, car nous avons été, je peux dire nous avons été injustement martyrisés par l'obscurantisme de la Convention il y a 2 siècles, et qui a essayé d'interdire à nos ancêtres de pratiquer la religion à laquelle ils croyaient, d'exprimer leurs convictions royalistes auxquelles ils étaient très attachés, et tout cela a brisé des choses très fortes, car ce pays a été ravagé par les armées de la République. Et ça, c'est resté pendant 2 siècles. Mais c'était un petit peu obscurantisme contre obscurantisme. Ça, c'est votre idée, mais c'est comme ça que les gens... C'est l'idée de beaucoup de gens également. Oui, parce qu'on est 2 siècles après et qu'on a du mal à voir les choses, mais le pays l'a très durement ressenti et de génération en génération, c'est resté très vivant. Ça l'est encore, mais bon, maintenant, 2 siècles après, on regarde ça avec un regard serein. Vous auriez été du côté des Bleus ou des Blancs, vous ? Alors, je crois que j'aurais été du côté de la population du pays, c'est-à-dire du côté des Blancs, du côté de la défense, des valeurs, oui, absolument, des valeurs auxquelles ce terroir était passionnellement attaché. Des aristocrates, des royalistes. C'est une erreur, là vous avez prononcé un mot inexact. Mais les Bleus, c'était les républicains, les Blancs, c'était pas plutôt les... C'était les royalistes, c'était pas les aristocrates. Ça, c'est une erreur totale. Les gens qui se sont révoltés, ce sont les gens des villages, ce sont les paysans. Vous n'auriez pas été du côté des républicains, Hervé de Charette, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Il ne faut pas prononcer des mots inexacts parce que c'est la population qui s'est révoltée. C'est elle qui a choisi ses chefs. De temps en temps, elle a choisi un paysan.
De temps en temps, elle a choisi ce que vous appelez des aristocrates. Et pourquoi elle les a choisis? Pas parce qu'ils étaient aristocrates, parce que c'était des militaires de carrière. Lui, c'était un militaire de carrière. On s'est dit, c'est un bon chef, c'est un militaire. C'est pas le paysan du Danube, hein, quand même. Oh, c'était pas un homme riche, hein, le général. Alors, justement, qu'est-ce qui vous différencie du vicomte Philippe de Villiers, par exemple? Vendéen, lui aussi, ancré dans cette terre, non? Oui, mais nous n'avons pas de conflit sur l'histoire des guerres de Vendée. Non, mais qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, un Philippe de Villiers, donc ancré sur la terre de Vendée, et quoi? Et moi-même, personnellement, nous sommes descendants du général de Charette. Oui, nous sommes des amis, nous avons beaucoup de choses en commun, beaucoup d'idées, beaucoup de convictions. Il y a quand même quelques convictions qui nous séparent. Et par exemple, il est un anti-maastrichtien très acharné. Moi, je suis un Européen convaincu. Voilà, comme Valéry Giscard d'Estaing, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce qui reste? Mais alors, attendez, qu'est-ce qui reste du général chez Hervé de Charette? Écoutez, s'il restait, c'est les autres qui peuvent en juger, mais s'il restait une détermination, une conviction très forte, quelqu'un qui croit à ce qu'il pense et qui est déterminé à aller jusqu'au bout de ses idées, j'en serais extrêmement fier. Alors, est-ce que vous n'avez pas hérité du général de Charette, et on s'arrêtera là sur le général, une certaine forme de courage? Ce serait bien sympathique, c'était un homme formidable. Parce que tous les matins, devant votre miroir, vous ne vous dites pas quel homme courageux je suis, quel ministre courageux? Non, je ne dis pas ça. J'essaye de faire ce que je dois faire dans mon métier de ministre du Logement. Quand je fais de la politique, j'essaie d'avoir des convictions et de m'y tenir, mais pour le reste, je ne m'auto-admire pas constamment. En tous les cas, monsieur le ministre, vous êtes quand même le seul au gouvernement à ne soutenir ni Édouard Balladur, ni Jacques Chirac. Hein. Vous êtes dans le clan des Nini, vous. Ni Balladur, ni Chirac. Absolument. Pour l'instant, les clubs Perspective et Réalité que je dirige n'ont pas encore fait leur choix et souhaitent la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez tout compris. Ouais. Mais alors, comment est-ce que Édouard Balladur a accueilli votre nouvelle de soutenir cette candidature UDF, Giscard? Parce qu'il a dû vous dire quand même, je pensais que vous auriez voté pour moi, Hervé de Charette, non? Comme vous savez, le gouvernement, lorsqu'il a été constitué en mars 1993, il a été constitué avec l'ensemble, disons, des personnalités de la majorité. Pas avec l'idée de soutenir, par exemple, Édouard Balladur. Donc à l'époque, on disait il ne sera pas candidat. C'est ça, voilà. C'est ça. Vous êtes rentré dans un gouvernement, pas dans un comité de soutien. Absolument. Ouais. Mais alors comment mais parce que le gouvernement, en mars 1993, quand il a été créé, Balladur n'était pas candidat. Et donc il n'y avait pas l'idée qu'il fallait que tous ceux qui étaient dans le gouvernement soient des soutiens de Mais vous avez dû quand même le décevoir, Édouard Balladur. Puisque la plupart de ces ministres sont quand même balladuriens maintenant. La plupart, mais pas tous. Un certain nombre, non des moindres, tel Alain Juppé, Jacques Toubon et quelques autres. Pas de là, mais c'est Chirac, c'est pas... Sont pour Jacques Chirac, ce qui prouve bien que, par conséquent, dans ce gouvernement, il y a, comme c'est normal, en période de cohabitation, ça se passe nécessairement comme cela, dans le gouvernement qui précède l'élection présidentielle, mais il y a des hommes et des femmes qui soutiennent les uns un candidat et les autres l'autre. Donc moi, pour l'instant, on n'a pas fait de choix. Donc Hervé de Charette, vous êtes pour, et vous le criez haut et fort, vous êtes pour une candidature UDF, Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre, mais tout le monde n'a pas le même enthousiasme que vous, à commencer par François Léotard, le ministre de la Défense, qui est devenu balladurien, membre de l'UDF. On écoute François Léotard. Je trouve ça attristant, que ce soit ceux qui ont été les premières victimes de la division de la majorité, en 81 et en 88, qui aujourd'hui contribuent à cette division, est quelque chose que je trouve attristant. C'est eux qui ont été les premières victimes. M. Giscard d'Estaing a été battu par la division de la majorité en 81. M. Barre l'a été par la division de la majorité en 88. Vont-ils apporter leur concours à des opérations aujourd'hui de division de la majorité? Il y a des votes inutiles, mais il y a maintenant des votes dangereux. Et diviser en 4 les expressions de la majorité, eh bien on n'a plus aucune chance de gagner. Oui, alors Hervé de Charette, est-ce que François Léotard ne fait pas preuve de bon sens quand il tient ses propos? Non. Est-ce qu'en fait, cette candidature UDF ne risque pas de faire perdre un petit peu les élections? Non. Je vais vous dire que je trouve, moi, au contraire, ces propos très choquants. Je vois bien que certains ont imaginé, depuis de longs mois d'ailleurs, qu'il n'y aurait qu'un seul candidat, que ce candidat ce serait Édouard Balladur et que les autres étaient priés de se retirer de la campagne. Mais que faites-vous de l'unité en politique? Non, nous sommes aujourd'hui dans un moment où les Français doivent faire un choix extrêmement important. Nous sommes un peu à la croisée des chemins en France. J'ai écrit ce livre, Ouragan sur la République, pour expliquer que justement, il était grand temps de se poser d'importantes questions sur l'avenir de notre pays. Et faut-il, dans ce moment, être condamné au silence parce que certains ont décidé d'être candidats et que leurs supporters voudraient nous interdire d'exprimer nos convictions? Par surcroît, que ce soit un dirigeant de l'UDF, l'un de ceux qui depuis des années
ont empêché l'UDF d'exister, je trouve ça, pour appeler les choses comme je les pense, assez culotté. Enfin, en 80 et en 88, comme dirait le Premier ministre, la droite a quand même perdu. Hein. En 81. Gardons en mémoire ces deux dates, c'est ce que dit Édouard Balladur. Oui, parce que ça arrange, mais en 80... Non, attendez, en 81 et 88, la droite a perdu. Oui, c'est pas douteux. En 80... À cause de toutes ces divisions aussi. Non, je voudrais qu'on fasse quelques petites distinctions, si vous voulez bien. En 81, elle a perdu à cause de la division. Elle s'est déchirée. Oui. Ça, c'est clair. Et c'était un moment où le rapport des forces droite-gauche était en effet déjà tout à fait compromis, où par conséquent, la défaite était déjà annoncée, elle a été amplifiée par cette division. En 88, il n'y a pas de division, ça n'est pas exact de dire ça. En 88, il y avait deux candidats, Raymond Barre, Jacques Chirac. Jacques Chirac est arrivé en tête, Raymond Barre a reporté ses voix, je dirais en tout cas a appelé à voter pour Jacques Chirac, on n'est pas propriétaire de ses voix, Dieu merci. Mais s'il n'y avait eu qu'un seul candidat en 88. Mais François Mitterrand a gagné contre Jacques Chirac au deuxième tour, c'est tout ce qu'on peut dire. Et aujourd'hui, franchement, vous savez bien. Mais peut-être que s'il n'y avait eu qu'un seul candidat en 88, la droite aurait gagné, non ? Ça ne va pas passer comme ça. Donc c'est ce que vous répondez à Édouard Balladur quand il met en garde ceux qui voudraient diviser la droite et faire perdre... Je crois que c'est un argument qui est passé de mode. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un moment difficile dans lequel les Français doivent choisir. Il faut leur laisser la possibilité de choisir entre plusieurs candidats et plusieurs projets. D'ailleurs, écoutez, quand vous entendez Jacques Chirac d'un côté, Édouard Balladur de l'autre... Ils disent la même chose. Non, pas tout à fait. Bon. Bien qu'ils appartiennent au même parti politique, le RPR, tous les deux membres du comité central du même mouvement politique, ils disent des choses assez différentes. Monsieur le ministre, et moi, je trouve normal que l'UDF soit présente dans cette campagne électorale. Parce que l'UDF, c'est des convictions fortes. Je me bats je fais de la politique depuis 20 ans, pour ses convictions. Et pour faire plaisir à M. Léotard, il faudrait qu'aujourd'hui je dise j'arrête tout, je renonce à tout, que lui renonce, c'est son affaire. Mais moi, je ne vais pas le faire. Vous êtes virulent quand même. Et si François Léotard s'était présenté à l'élection présidentielle, est-ce que vous l'auriez soutenu ? Je ne sais pas, nous aurions vu. Puisque c'est une candidature UDF. Oui, eh bien en tout cas, c'eût été mieux. Et à mon avis, ça aurait eu plus de gueule que d'aller comme ça, à la soupe. Qu'est-ce que vous me dites ? Ça aurait eu plus de gueule que Oui, ça aurait eu plus de gueule. Pas qu'Édouard Balladur, non, quand même pas. Non, mais pour soi-même. Quand on a des convictions, quand on est dans la politique, ou bien on y est parce qu'on a envie d'occuper des fonctions, des responsabilités, des places, bon. Ou bien on y va parce qu'on a des convictions. Que les deux se mêlent. Bon, je le comprends, mais il y a un moment, et l'élection présidentielle, c'est ce bon moment-là, où il faut dire, je place mes convictions avant ma carrière. Donc ça veut dire que François Léotard place sa carrière avant ses convictions et que c'est un homme un petit peu indigne selon Hervé de Charette, c'est ça ? Moi, non, ne fais pas dire ce que je ne dis pas. Moi, j'exprime clairement que j'ai fait le choix de l'UDF et que dans cette campagne électorale, je ferai tout pour défendre mes convictions, et je peux vous faire la liste très rapidement des 2 ou 3 convictions. Pardon, je vous interromps, le temps d'une page de publicité. À tout de suite. Aujourd'hui, vous êtes solidement implanté dans la vie. Vos affaires fonctionnent plutôt bien. Vous faites du sport pour garder la ligne et vous avez une famille charmante. En fait, pour être pleinement satisfait, il ne vous manque que vos cheveux. Pour lutter contre cette calvitie, vous avez utilisé des méthodes qui ne vous ont vraiment pas convaincu. Vous voulez une solution efficace et définitive ? Alors appelez le centre de traitement de la calvitie où l'on réalise des micro-greffes. Ne faites plus la tête, faites-vous des cheveux. En composant le 05 05 9000, l'appel est gratuit. Vous en parlez à vos parents ? En téléphone plutôt, 36 706 706. 36 706 706, les réponses les plus sérieuses à vos questions les plus intimes. Sélection, un peu de café, beaucoup de chaleur. Bernard Loiseau, grand chef à la Côte d'Or. Non. Il faut rajouter un peu d'aneth. Ah, le velouté est parfait, là, parfait. Il faut se battre pour retrouver le goût des potages. Alors, quand Royco m'a demandé de créer les soupers d'or, j'ai dit oui. Souper d'or de Royco par Bernard Loiseau. Goûtez, ça n'a pas le même goût. Grâce à la qualité des logiciels de comptabilité et de gestion Cybelle, je fais gagner chaque année 75 000 francs à mon entreprise. Alors, vous aussi,
Rejoignez les 39 000 entreprises équipées qui profitent de la qualité des logiciels Sibel en téléphonant au 05 308 308. La productivité n'attend pas. Téléphonez vite au 05 308 308. Nescafé Sélection. Un peu de café, beaucoup de chaleur, aussi en décaféiné. Bolino, le meilleur, c'est que c'est bon. Pour découvrir la qualité des logiciels Sibel, téléphonez vite au 05 308 308. 3 mois plus tard, Bud Taylor a été intercepté au volant de la voiture de sport qui venait de s'offrir. Peter Snow s'est fait arrêter juste après s'être acheté une somptueuse limousine. Quant au troisième, il court toujours. L'AX est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Année chaude, année charme. Pub, magazine, cinéma, télé, clip. Les images les plus coquines de l'année 94. L'année sexy, un frisson de plaisir. Mercredi 22h40 sur TF1. Mais quand même, Hervé de Charette, si la droite perd les élections en mai prochain, est-ce que vous ne vous direz pas « j'ai ma part de responsabilité dans cet échec » ? Non. Si Valéry Giscard d'Estaing est candidat ? Non, je vais vous dire. Je pense que... D'abord, je pense que la majorité va gagner cette élection présidentielle. Pour tout vous dire, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet. Vous pensez qu'Édouard Balladur peut l'emporter ? Je vais vous expliquer pourquoi. Plus Édouard Balladur que Jacques Chirac ? Ça, nous verrons bien. Moi, je souhaite que ce soit un candidat de l'UDF, je le souhaite aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer pourquoi je crois que la majorité va gagner. Je ne le dis pas avec prétention ou avec autosatisfaction, pas du tout. Mais quand on regarde la vie politique française depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on voit ? Que l'opinion, les électeurs, procèdent à des alternances assez longues. Ils ont eu le gaullisme, puis Giscard, donc le même camp, de 1958 à 1981. En 80, ils ont changé, ils ont donné leur confiance aux socialistes. Ils voulaient avoir une autre équipe à la tête du pays. Ce n'était pas agréable pour ceux qui étaient giscardiens, mais c'était comme ça, c'était le destin et c'était le choix des électeurs. Et ensuite, ce choix a été maintenu pendant 14 ans, comme vous le savez. Même en 86, lorsque la majorité UDF-RPR de l'époque a gagné les législatives. 25 ans de droite, 14 ans de socialisme. Voilà. Et je crois qu'en mars 93, oui, mais je crois qu'en mars 93, les électeurs ont vraiment décidé ce jour-là de renvoyer les socialistes dans l'opposition. Et je crois que c'était un choix très important qui a été fort en termes de nombre de voix, mais qui est aussi une césure politique et qui va être confirmée à l'élection présidentielle. Parce que le débat aujourd'hui n'est donc pas, et n'est de moins en moins d'ailleurs, simplement un débat droite-gauche. Ce qui diffère les uns et les autres, c'est pas simplement est-ce que vous êtes de droite, est-ce que vous êtes de gauche. Il y a d'autres clivages extrêmement importants. Est-ce que vous êtes pour l'Europe, est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour la justice sociale ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Vous avez de nouveaux clivages qui vont apparaître très fortement. Est-ce que vous êtes pour la réforme ou est-ce que vous n'êtes pas pour la réforme? Et donc des sujets qui sont transversaux, qui sont droite-gauche. Qui est contre, par exemple, qui est contre la justice sociale, par exemple? Ah ben ça, je n'en sais rien. Je peux vous dire, moi, quelle est mon idée sur le sujet. Est-ce que vous dites qu'il y a des pour, il y a des contre? Mais parce qu'il faut aller aussi dans le fond. Est-ce que, par exemple, on peut admettre qu'il y ait, comme c'est le cas aujourd'hui, plus de 3 millions de chômeurs, 3 millions plus 1 million de personnes qui sont au RMI, plus finalement beaucoup de monde qui se trouve dans des contrats de travail qui sont des faux contrats. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'a de recette contre le chômage quand même. Tout le monde cite les 3 400 000 chômeurs en disant qu'il faut faire autre chose, mais personne n'a de recette. Moi je vais vous dire, il est temps de mettre ce sujet au centre de toutes les actions politiques que l'on prend. C'est ce qu'on fait, non, en ce moment, non? Oui, sans doute, mais je crois qu'il faut changer de vitesse. Je crois qu'il faut changer de cap, je crois qu'il faut aussi changer de méthode. En tous les cas, dans la campagne présidentielle, tout le monde parle du chômage et d'éventuellement remède au chômage. Oui, mais vous sentez bien que quand on regarde comment ça s'est passé depuis 20 ans, franchement, la crise pétrolière 1974, la seconde crise 1979, qu'est-ce qu'on fait depuis cette date-là? Tout le temps la même chose.
c'est-à-dire comme politique d'emploi unique, ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Des allocations aux uns, des contrats pour les placer les gens de côté de l'autre, jamais d'autres politiques que celle-là. Cette politique, comme on a fait toujours la même, on a toujours le même résultat, c'est-à-dire toujours davantage de chômeurs. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous soyons le seul pays d'Europe à avoir un taux de chômage si élevé que celui-là? Non, beaucoup de gens ne comprennent pas, moi non plus. Moi non plus. Hervé Tcharet, moi non plus, et je n'accepte pas. Hervé Tcharet, alors justement, dans ce livre que vous publiez, Ouragan sur la République, d'abord, de quel ouragan s'agit-il, hein? C'est qui l'ouragan? C'est quoi? L'ouragan qui monte. Ce sont les difficultés qui nous assaillent et contre lesquelles nous-mêmes ne réagissons pas. L'ouragan, c'est nous. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables, nous, Français, de prendre nos problèmes en main, oui ou non? Sinon, ce sera l'ouragan. Oui. Alors, dans ce livre, vous n'êtes pas du tout tendre à l'égard de la politique menée par Édouard Balladur. Alors, page 133, je vais être très précise, vous écrivez « Le plus souvent, Matignon ne recherche qu'un objectif, éviter les ennuis ». Page 141, vous poursuivez, quand on ne sait pas quoi décider et surtout quand on hésite à prendre une décision impopulaire, l'échappatoire est toute trouvée. Un livre blanc ou un rapport final conclura l'ouverture d'une vaste concertation. Entre-temps, le pouvoir s'en lave les mains. Alors, ce sont des accusations qui sont assez fortes quand même. Non, je crois que... Quels exemples donnez-nous? Excusez-moi, je crois que c'est pas exactement comme ça qu'il faut lire ce livre. Ce livre n'est pas consacré aux 2 années de cohabitation. Il est consacré à une réflexion d'ensemble sur la situation de la France aujourd'hui et sur ce qui s'est passé depuis 15 ou 20 ans. Oui, quand vous parlez de mesures impopulaires, décisions impopulaires, on peut parler... Je sais de quoi... parce que je l'ai écrit ce livre, donc je sais ce que vous dites, mais... À la loi Fallou, au CIP, on a dit que le gouvernement avait reculé en abandonnant ces lois. Oui, mais enfin, en tout cas, ce livre n'évoque pas tous les événements que vous écrivez dans les termes que vous écrivez. Vous en êtes dispensé, parce que vous êtes quand même au gouvernement Balladur. Quand je parle de Matignon, je ne parle pas de Matignon aujourd'hui sous Balladur, je parle de Matignon d'une manière générale, car ce livre s'intéresse à ce qui s'est passé depuis 15 ans. Ceci dit, je suis prêt à répondre à vos questions sur le gouvernement actuel, ça ne me gêne pas du tout, dont je suis bien entendu solidaire. Oui, mais vous auriez dû quand même préciser. Je crois que c'est assez clair. Quand vous parlez de Matignon. Je crois que c'est assez clair. Non, parce que mesure impopulaire, non. Mais vous savez, cette question n'est pas nouvelle. Quand je décris le poids excessif de Matignon dans le fonctionnement des institutions, quand je décris les excès de pouvoir du président de la République, je le dis comme je le pense, parce que je pense que nous vivons en effet dans un système de type monarchique qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Dans aucune démocratie autour de nous, il n'y a tant de pouvoir concentrés au sommet de l'État et créant finalement un petit air où ça manque de démocratie et où on a envie d'en mettre un peu. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au centre du débat, il y a les réformes, l'idée de réforme. Il y en a un qui prône les réformes, c'est Édouard Balladur. On va le retrouver, c'était lors de son premier meeting à Nogent. Je ne suis pas le candidat du pouvoir sortant et finissant, je veux être celui de l'avenir. Quelle campagne allons-nous faire? D'abord, le refus de toute démagogie. Il faut respecter les Françaises et les Français, il faut leur dire la vérité. On ne peut pas tout promettre, en tout cas moi, je ne le ferai pas. Même si on venait m'expliquer que ça n'est pas inutile en période électorale. Est-ce que vous le voyez président l'an 2000 alors, Édouard Balladur? Les Français vont avoir à choisir leur président de la République dans un peu moins de 2 mois. Mais vous l'imaginez ou non? C'est possible. Ils auront à choisir entre actuellement 3 candidats qui comptent, si vous voulez, qui sont Édouard Balladur, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Je crois, moi, que ce choix n'est pas complet tant qu'il n'y aura pas un candidat de l'UDF. Alors, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing? Oui, je pense que tu en es fait le mieux à même de remplir cette fonction et ce rôle. Ou Raymond Barre, hein? Le choix d'être candidat à la présidence de la République, c'est un choix personnel. Mais pour qui votre cœur balance? Pour Raymond Barre ou Valéry Giscard d'Estaing? Personne n'a doute sur le sujet. Tout le monde sait que je soutiens Giscard depuis de très longues années et que par conséquent, je soutiens aujourd'hui aussi l'hypothèse et l'idée qu'il soit candidat. Mais je voudrais insister sur ce point. C'est une décision qu'il prendra lui-même. C'est une décision solitaire. Puisque le choix mais si c'est Raymond Barre, vous le soutiendrez également. Si c'est Raymond Barre qui est candidat à l'élection présidentielle. Oui, nous en délibérons à ce moment-là. Non, mais attendez. Oui, je vous réponds, le soutiendrez. Nous en délibérons. Attendez, simplement, si toutefois les clubs Perspective et Réalité ne se décidaient pas pour une candidature Barre, est-ce que ça veut dire que vous pourriez encore vous rallier à la candidature Balladur? Oui, ou à la candidature de Jacques Chirac. Ah, et entre Édouard Balladur et Jacques Chirac? Oui, la réponse vous sera donnée entre Édouard Balladur, Jacques Chirac et éventuellement Raymond Barre, si c'était le cas de figure
le 4 mars prochain. Alors, Hervé de Charette, aujourd'hui, il y a l'affaire Maréchal Schuller. Est-ce que vous avez été... Quelle est votre position? Est-ce que vous avez été convaincu par les explications données par Édouard Balladur? Je l'étais lorsqu'il les a données à la télévision, et puis j'ai compris le lendemain que les choses étaient différentes et que par conséquent, lui-même avait été mal informé. Par conséquent, j'attends maintenant qu'il nous donne les explications. C'est vrai que c'est un sujet d'une extraordinaire gravité et d'une extraordinaire importance. Alors, parce que ça touche à quelque chose qui est sacré. C'est la justice. Et ça touche à un sujet qui est extrêmement sensible pour nos concitoyens, c'est les écoutes téléphoniques. Parce que vous et moi, l'idée que quand on téléphone, on n'est pas seul sur la ligne, et qu'il y a quelqu'un qui peut se brancher dessus pour surveiller ce que vous faites, ce que vous dites, avec qui vous parlez, c'est quelque chose qui est directement... C'est pas d'aujourd'hui, hein. Peut-être, il y a eu d'autres affaires dans le passé, attentatoire aux libertés. Oui. Alors, et donc il faut être très sévère et très strict sur ce point. C'est pour ça que vous sentez bien que l'opinion est très émue et très touchée, et je le suis aussi, comme chacun. Et par conséquent, j'attends qu'on nous donne les clarifications nécessaires et que toutes les responsabilités apparaissent, parce que je n'aime pas beaucoup qu'on mette ça sur le dos des fonctionnaires. Mais qui est-ce que vous critiquez alors dans cette affaire? À qui vous faites des reproches? Je fais des reproches à personne. Ce que vous dites, c'est scandaleux, ces écoutes téléphoniques, on n'a pas le droit. Non. Parce que là, forcément, vous pensez à des gens, vous... Non, je ne mets en cause personne, je dis simplement que... mais ça, c'est facile de dire ça. Il y a une affaire qui éclate, qui est importante, qui émeut les Français, comme vous le dites, et puis vous dites, mais je mets en cause personne. Ben oui, parce que je cherche à savoir, et certainement que nous aurons dans les jours qui viennent les lumières nécessaires pour que les responsabilités apparaissent et que par conséquent toutes les conséquences en soient tirées. Oui. Mais le patron de la police judiciaire qui a démissionné, donc est-ce que c'est le fusible, c'est le bon fusible qui a sauté là? Je suppose que cela signifie que c'est lui qui a pris cette initiative de son propre chef et par conséquent c'est normal dans ces conditions que cette erreur soit sanctionnée. Vous pensez, parce que bon, ça concerne les Hauts-de-Seine, il y a Charles Pasqua quand même dans les Hauts-de-Seine, vous pensez que ça peut le toucher de très près cette affaire ou non? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas en dire plus ce soir. Il faut attendre que nous ayons plus d'informations sur le sujet. Parce que vous êtes au gouvernement que vous faites cette réponse? Non, je vous dis les choses simples. Il n'y a pas de raison de montrer du doigt qui que ce soit à aucun moment de sa vie, tant qu'on n'a pas d'indication et de preuves précises, et que la moindre des choses, c'est d'attendre de savoir où ça en est. Il faut, dans la vie... vous savez, la politique, c'est pas simplement faire mal à son voisin, démolir des concurrents. C'est beaucoup ça, quand même, aujourd'hui, surtout. Donnons-lui, au moins ici, un peu plus d'allure. La politique, c'est de défendre ses convictions et d'essayer, quand il y a un problème, d'y voir clair avant de parler. Oui. Hervé de Charette, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un point commun entre Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing? Pardon de revenir sur Édouard Balladur, mais vous allez regarder ces deux unes du Nouvel Observateur. Donc là, Valéry Giscard d'Estaing, quasiment Louis XV, qui date de février 81. Et on va voir la deuxième, Édouard Balladur, donc en Louis-Philippe. Et février 1995. Ça prouve que le même journal fait... c'était dans les deux cas le Nouvel Observateur. Valéry Giscard d'Estaing, ce sont les mêmes techniques appliquées aux hommes de la majorité par le Nouvel Observateur. Voilà, mais ils n'ont pas le point commun, enfin selon vous, est-ce que c'est pas ce côté un peu ancien régime, cette dérive monarchiste? Écoutez, je ne voudrais pas que vous disiez cela, d'ailleurs ni d'Édouard Balladur ni de Giscard. Moi je connais Giscard depuis maintenant 20 ans. Bon, je vois bien qu'il a eu longtemps la réputation d'être quelqu'un de distant et de lointain. Je peux vous dire, parce que je le connais personnellement, que je l'ai connu dans des moments faciles et puis aussi dans des moments difficiles, pour lui et aussi pour moi. C'est un homme proche. C'est un homme aussi qui a énormément changé en une quinzaine d'années. Probablement que les coups reçus... oui, parce qu'on l'avait beaucoup attaqué sur ce côté gants blancs, queue de pie, etc. Voilà, il a été très... À l'époque, il y avait des campagnes organisées contre lui à cet égard. Mais je peux vous dire que c'est un homme tout à fait différent de cela, qui n'a pas de rapport avec cette caricature. Mais les caricatures, ça fait partie de la vie politique et ça n'est pas ennuyeux, loin de là. C'est amusant. Donc voilà qui est clair, encore une fois de plus. Voilà, on ne saura pas ce soir s'il est candidat à Valéry Giscard d'Estaing. Non, mais je ne pense pas qu'il ne me chargera pas d'annoncer sa candidature si c'était le cas. C'est assez grand pour le faire. C'est la moindre des choses d'ailleurs. Ce serait bizarre que quelqu'un confie à quelqu'un d'autre le soin de dire qu'il est candidat. S'il est candidat, il faut qu'il aille le dire devant les Français. S'il n'est pas candidat aussi. En 1974, on avait demandé à Valéry Giscard d'Estaing combien coûtait une baguette de pain. Et en 91, on lui avait demandé combien coûtait un ticket de métro. Vous croyez qu'il le sait maintenant ?
Je pense, parce que... je ne vous pose pas la question. Mais comme vous voulez, mais quant à lui... Vous savez, Hervé de Charette? Moi, je vais acheter mon pain dans la boulangerie de Saint-Florent-le-Vieil. Ah. Et le pain que je vais acheter coûte 5 francs 20. Ah, et alors un ticket de métro? Un ticket de métro, ça je prends plus rarement dans le métier les fonctions que j'occupe actuellement, mais je paye le métro à mes enfants, qui vont au lycée, voilà, et qui doit coûter 4 francs 50 le ticket de métro. Mais je suis pas non, c'est un peu plus, c'est 7 francs. Ah oui, je tarde un peu là. Bon, écoutez, Hervé de Charette, je vous remercie. Donc, si Édouard Balladur est président de la République, est élu président, ou si Jacques Chirac est élu président de la République, vous serez au chômage technique, vous. Pourquoi dites-vous ça? Je ne sais pas, non? Pourquoi dites-vous? À mon avis... quelle est la question? Est-ce que je serai au gouvernement? Quelle importance ça a pour ceux qui nous écoutent? Ils en sont. Ça leur est complètement égal. Totalement. Complètement. Bon. Mais vous, ça a quand même une certaine importance. Je serai d'abord content parce que la majorité aura gagné dans tous les cas. Bon. Ensuite, je ferai tout pour qu'au sein de sa majorité, en effet, mes convictions l'emportent. À la place où je serai, c'est vraiment secondaire, même pour moi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous pensez? Bon, alors c'est pas grave. C'est la France qui compte. Oui, c'est ce à quoi vous croyez. Encore une fois, si vous croyez à rien, il faut aller faire autre chose que de la politique. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Catogan, lunettes noires et éventail, il n'y en a qu'un, Karl Lagerfeld, le plus aristo des couturiers. Karl Lagerfeld, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous définissez-vous? Comme un homme de culture ou un homme de couture? L'un n'empêche pas l'autre. Mais de toute façon, vous savez, je ne me définis pas trop moi-même parce que, comme dit Voltaire, toute chose qui a besoin d'une explication ne la vaut pas. Je laisse ça aux autres. Mais, si vous voulez, je suis, si je dois me définir, comme une multinationale à une personne. Multinationale, ça vous va bien, quand oui. On sait le chiffre d'affaires que vous faites. C'est pas uniquement ça, il n'y a pas que ça, c'est aussi dans un sens un peu plus élevé. Oui, un peu plus poétique. Mais est-ce que vous ne souffrez pas un petit peu de l'image star et de l'image paillettes et strass qu'on a l'habitude un petit peu de vous attribuer? Je pense que l'image paillettes-strass, on me le donne beaucoup moins depuis quand même pas mal d'années, parce que moi je sors presque jamais, je ne vis même pas à Paris. Donc au fait, je la cherche d'où cette image. Moi-même, je ne vois pas... Quand vous avez votre éventail à la main, oui, mais je vous signale qu'il n'y a pas de paillettes. Lunettes noires et éventail. Oui, c'est une stylisation, c'est une définition. Mais il n'y a rien de paillettes. On ne peut pas être plus, je ne veux pas dire sinistre, mais sobre. Plus graphique, plus sobre que moi dans un sens. Ouais. Mais alors quand on lit vos interviews, Karl Lagerfeld, on a l'impression que vous vous arrangez toujours pour faire passer le message que vous êtes un homme cultivé. Alors vos lectures ont pour nom Voltaire, Racine et Bossuet. Vous êtes un spécialiste de Saint-Simon, n'est-ce pas? Et alors quand vous étiez adolescent, vous adoriez parler l'allemand du XVIIe siècle. J'aime toujours. Ça toujours. m'amuse. Alors, est-ce que vous auriez aimé, en fait, être un intellectuel? Non, pas du tout. D'ailleurs, le mot, déjà, je déteste. J'adore d'être civilisé, cultivé, mais le mot intellectuel a été utilisé de telle façon, et il y a un tel abus de ce mot que je ne sais même plus très bien ce que c'est. Ah non, ça, le mot intellectuel, je laisse ça aux gens qui pensent d'être intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel. Alors, vous dites que vous êtes un spécialiste de Saint-Simon, ça c'est vrai. On me le fait dire vaguement. Ah non, vous le dites aisément, Karl Lagerfeld. On ne vous le fait pas le dire. Comment est-ce qu'on pourrait le deviner? Si on me parle de culture française, je ne vais quand même pas parler de choses que j'ignore, que je n'ai pas lues. Je ne peux parler de ce que j'ai lu. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé un portrait qui vous ressemble étrangement dans un des tomes de la mémoire de Saint-Simon. Alors, je vais vous lire ce portrait. C'était un grand homme bien fait, pâle, avec un grand nez, des yeux dont le feu et l'esprit sortaient comme un torrent. Sa physionomie avait de la gravité, de la galanterie, du sérieux et de la gaieté. Elle sentait également le docteur, l'évêque et le grand seigneur. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Pour le moment, j'ai du mal à saisir qui vous décrivez là, parce que j'avoue que dans la seconde, je ne vois pas très bien qui c'est. C'est à peu près dans quelles années? Ah, si je vous dis Louis XIV. Presque tout Saint-Simon est sur Louis XIV. Je veux dire, ça ne se situe pas. Ça peut aller de la jeunesse de Louis XIV jusqu'à 1715. Ça, c'est un peu vague. Le monsieur qui est décrit dans ce portrait, il est mort en 1715. Il y a Louis XIV qui est mort il était précepteur du fils de Louis XIV. C'était Fénelon. Ah, d'accord. Bravo.
Ah oui, vous êtes vraiment un homme cultivé. Vous avez peur que ça soit bidon un peu. Alors, attendez, Karl Lagerfeld, parce que vous savez que... L'examen continue. Vous n'avez jamais fait mon bac. Tout ça, je me le suis appris tout seul. Ah oui, non, je suis étonnée. Alors, vous savez que dans Saint-Simon, dès qu'il y a un compliment, il y a aussi un reproche caché, n'est-ce pas? Oui, mais au moins, c'est bien formulé. Là aussi, ce petit reproche caché, on a le sentiment qu'il s'applique un tout petit peu à vous. Alors, je lis, je continue. Jamais homme n'a eu plus que lui la passion de plaire, et au valet autant qu'au maître. Jamais homme n'a porté cette passion si loin avec une application plus suivie, plus constante et plus universelle. Alors, est-ce que c'est votre grande... Oh, absolument, mais attendez, est-ce que votre grande passion dans votre vie n'a pas été de plaire? Non, j'ai pas dit l'impression. Plaire toujours et encore? Non, j'aime, c'est bête ce que je vais dire, être agréable dans la mesure que j'aime que les circonstances soient agréables. La vie est plus facile si on est gentil avec les gens. Je ne tiens pas à séduire, c'est pas ça du tout. Personnellement, je suis assez indifférent. Mais la vie est plus facile et plus agréable pour tout le monde si on est gentil. Et si on est gentil avec les gens, surtout moi qui ai plutôt quelquefois une image méchante, mais jamais avec des gens plus modestes, plus simples. Oui. Dans ce cas-là, on a l'air, je sais pas, idiot et tout. Moi, je préfère avoir des circonstances et des rapports avec les gens aimable, gentil. Mais alors si c'est interprété comme ça, oui. Là j'ai plus rien. C'est pas moi qui interprète. Moi je me vois pas. Je suis la seule, comment dirais-je, personne qui ne subit pas cet assaut de vouloir plaire. Vous préférez qu'on vous plaise? Oui, mais enfin, quand vous faites l'effort pour plaire aux gens, les gens font un effort aussi. Je veux dire, en général, ça rend, disons, les rapports avec les gens plus civilisés. Oui. Et ce que j'aime, c'est la civilisation dans ce sens-là, des rapports civilisés. Je vois de la vulgarité, je vois de l'agressivité dans les rapports personnels. L'image de ce qui est dans les médias, dans les presses, ça c'est une chose, mais ça n'a en général rien à voir avec les gens en réalité. Oui, mais vous avez envie quand même que vos mannequins vous plaisent. Il n'y a pas que mes mannequins dans la vie, mais comme elles sont agréables aussi, pourquoi je serais désagréable avec ces jeunes femmes? Bon, alors si on passait maintenant de Fénelon à Coco Chanel, vous êtes d'accord? À ce que vous voulez. Alors de Coco Chanel, vous avez un jour déclaré, c'était une styliste, pas une couturière. Alors vous, Karl Lagerfeld, comment vous définissez-vous? Comme un styliste ou comme un couturier? Comme un styliste. Ah, comme un styliste. Et oui, c'est pour ça que c'est pas péjoratif. Mais et vous avez... quelle est la différence entre styliste et couturier? C'est un truc que vous avez pris vaguement. Non, le point 1987. Oui, non, mais c'est hors contexte dans la mesure que, par exemple, Madame Vionnet. C'est toujours hors contexte. Eh oui, mais c'est ça. Madame Vionnet, elle était une vraie couturière parce qu'elle aimait la coupe dans le sens. C'est un art qu'elle avait renouvelé même. Et elle travaillait avec ses propres mains. Coco Chanel ne faisait pas ça. C'est pas parce qu'il y avait cette fameuse histoire de la manche qu'on montait et qu'on démontait. Dans les années 20 et 30, du temps du grand succès de Chanel, elle avait une immense affaire. Elle ne pouvait pas faire les robes elle-même. Et c'est pas nécessaire. C'était une jolie femme qui s'habillait pour elle et les robes qu'elle faisait, ça devait d'abord lui plaire à elle avant de plaire aux autres. Tandis que Madame Vionnet et Madame Lanvin aussi. Madame Lanvin a travaillé pour sa fille qui pour elle était l'idéal de beauté, Madame de Polignac. Et pour Madame Vionnet, il y avait des femmes qu'elle faisait venir, qu'elle demandait de venir, comme la duchesse de Gramont et tout, qui pour elle représentaient l'idéal de beauté et elle travaillait pour cette vision de beauté et pas pour elle. Tandis que Chanel s'était centrée sur elle-même, ce qui n'est pas du tout péjoratif. Oui, on a le sentiment que vous n'avez pas une grande fascination pour Coco Chanel. Je ne sais pas. Vous savez, ça c'est comme la mode. Des fois, je suis pour, des fois je suis un peu contre. Vous savez, c'est pas facile de vivre avec un mythe. Parce que si je me figeais dans le respect, ça serait très très ennuyeux. On me le reproche assez. Mais quand j'ai repris Chanel, tout le monde me disait ne prenez pas ça, c'est mort, ça marche plus, ça n'a plus aucun intérêt, etc., etc. Maintenant, ils font comme si j'avais touché, je sais pas, à la Sainte Vierge. C'était pas le cas à l'époque. Vous pensez que vous lui auriez plu à Coco Chanel? Non, certainement pas. Mais oui, ça, c'est pas mon désir. Je veux bien plaire, mais pas à des gens que j'ai pas connus. Non. Alors, est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait un nom en dépoussiérant, justement, le style Coco Chanel? Écoutez, je devais avoir un vague nom avant, puisqu'on m'a demandé de le faire. C'est pas un inconnu qu'on s'est adressé. Dépoussiérer, je vois pas ça comme ça. Vous avez de la maison, appartient à des gens qui ont un esprit très moderne. C'est une seule famille, et qui se sont dit, on veut renouveler cette maison, car une maison où le créateur n'est plus vivant a besoin d'être renouvelé, sinon il vaut mieux fermer. Ils végétaient dans le respect, et ça, ils ont bien vu que l'influence était nulle, et les affaires baissaient aussi, mais c'est pas uniquement ça. Alors, attendez, justement, Karl Lagerfeld, est-ce que vous ne lui avez pas manqué, à certains moments, de respect à Coco Chanel? Il faut. Quand on regarde ces images, est-ce qu'on peut avoir les images?
Karl Lagerfeld, mademoiselle Chanel a dû se retourner dans sa tombe Oui, quand même, non? mais n'oubliez pas. C'est une trahison. Non, il n'y a pas de trahison. À son égard, non? Il n'y a pas de trahison. Regardez que mademoiselle Chanel, en 1914-15, à ses débuts, faisait des robes dans des jerseys qui étaient un tissu réservé aux sous-vêtements d'hommes. Imaginez l'idée les femmes n'étaient même pas censées savoir que les hommes portaient des sous-vêtements. Et de faire des robes de ça, c'est 100 fois plus osé qu'une petite jupette aujourd'hui. Après tout, elle a fait la mode pour la plage et des pantalons et des choses comme ça. Nous ne vivons pas la même époque. Nous devons faire quelque chose qui correspond aux femmes et aux envies des femmes d'aujourd'hui. Mais quand même, Karl Lagerfeld, reconnaissez que ces mannequins, on dirait que ces tenues sont créées pour une revue du Crazy Horse, pour les filles du Crazy Horse, non? J'ai déjà fait les vêtements pour les Crazy Horse, elles étaient différentes. Oui, mais aujourd'hui, la nudité fait partie de la mode. Donc, ça n'est plus choquant. Là, c'est Helena Kirstenson. Si une femme est belle comme Helena Kirstenson, ce serait dommage de ne pas le montrer. Mais là, parce qu'elle n'est pas vulgaire, parce que la beauté de son corps fait qu'elle n'est pas vulgaire. Mais donc, ça ne vous fait rien si vous cassez un peu l'image Chanel? Je suis payé pour casser l'image pour pouvoir la reconstruire. Sinon, ça devient une chapelle. Pas pauvre Coco. L'autre jour, j'ai lu quelque part que Suzy Parker, qui était un vague mannequin des années 50 et une actrice ratée par la suite, qui disait, vous comprenez, Chanel doit se retourner dans sa tombe. Si elle se retourne dans sa tombe, ça veut dire qu'elle est encore vivante, parce que sinon, ça serait le repos éternel. Moi, je ne vois ça pas comme ça, parce que ça a quand même permis à Chanel de rester... C'est facile, mais je ne cherche pas la difficulté, je cherche qu'est-ce que reste un nom vivant. Même si les gens sont contre, m'insultent, trouvent que j'exagère, c'est mieux que le respect et l'ennui. Alors, attendez, j'ai une question un petit peu embarrassante. Vous préférez faire du Coco ou du Chanel? Les deux. Je vais de l'un à l'autre. Parce que Coco, c'est quand même plus lié à sa personnalité. Chanel, vous cassez l'image, vous faites ce que vous voulez, non? Oui, mais vous savez, après tout, n'oubliez pas que Chanel, à ses débuts, et à l'époque, elle n'avait pas le choix, parce que la vie, pour une femme de ses origines, était très très dure. On oublie ça quelquefois. Elle a chanté dans un cave-concert. Je trouve rien de mal à ça, je trouve ça plutôt bien. Moi, ce que j'admire, c'est sa réussite. À une époque, c'était extrêmement difficile pour une femme de réussir, 100 fois plus difficile qu'aujourd'hui. Bon, alors, Karl Lagerfeld, la mini-jupe a fêté ses 30 ans. Alors, est-ce que la mini-jupe vous fait toujours autant frémir, ou bien est-ce que vous êtes de l'avis de François Giraud, qui a écrit la semaine dernière dans le Figaro, « Cacher ses cuisses que je ne saurais voir ». Oui, mais elle n'a pas dit que ça, son article était pas mal. Et au fait, les deux articles étaient amusants, Jeanne Samé et elle en même temps. Oui, mais François Giroud disait que c'était quasiment. Non, mais c'était pas si négatif que ça. Une horreur, que c'était. Oui, mais ça, elle l'a dit peut-être il y a 30 ans. Parce que les filles n'avaient pas de jolies jambes. Il y a plein de filles, vous savez, aujourd'hui. Quand Chanel a dit qu'il ne fallait pas montrer le genou, c'était tout à fait juste pour les femmes de son époque. Parce qu'à l'époque, la gaine avait précipité la cellulite dans la direction du genou. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors attendez, on va justement retrouver Coco Chanel sur la question de la mini-jupe. Écoutez ce qu'elle répondait. Les jupes, je déteste ça. Je trouve ça sans pudeur, je trouve ça affreux, je ne comprends pas pourquoi les femmes font ça. Ça ne plaît à aucun homme, je ne connais pas un homme auquel ça plaise. Alors pourquoi faire ça? C'est pour plaire à qui? C'est pour montrer des genoux qui sont rarement jolis. C'est prétentieux, sans pudeur, deux choses que je déteste. Les femmes ne doivent pas s'habiller d'agressivité, d'imbécilité, elles sont bêtes. C'est toute leur faiblesse qui compte, le reste ne compte pas. Alors, une dame d'un certain âge. Son avis? Non, pas du tout. C'est une dame d'un certain âge. D'ailleurs, c'est 68, donc il y a très longtemps. On sent qu'elle était grise du succès, du courage, de la mini-jupe et le reste. Oh, vous êtes méchant. Non, c'est pas méchant, mais pour une femme de son âge, elle a raison. Bah, c'est pas forcément toujours distingué, une mini-jupe non plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vulgaire non plus. Ce qui est vulgaire, c'est la façon de se mouvoir dedans. Oui, mais toutes les filles n'ont pas de jolies jambes quand même, toutes les femmes. Hein. Oui, mais on ne peut pas faire que les modes. Donc ça devient vulgaire dès lors que c'est mal porté. Qui ne vont qu'au prix de beauté. Vous savez, la mode, c'est une proposition. On n'oblige personne à acheter ce qu'on fait. Les gens veulent bien, c'est tout. C'est pas une espèce de chose qu'on impose. Moi, quand les jambes sont jolies, je trouve que les mini-jupes, c'est très joli. Et c'est une question de proportion. Il y en a qui savent, qui ne savent pas. Mais les femmes peuvent choisir. Et puis, vous savez, à notre époque, il y a, peut-être grâce à Coco, mais au fait, elle ne le faisait pas pour la vie, il y a les pantalons. Donc, il y a toujours une alternative. Si vous n'aimez pas vos jambes, portez les pantalons et n'en faites pas un sujet de conversation. On va passer un petit peu à la politique, Karl Lagerfeld, parce que vous savez, je ne vote pas. Je ne suis pas français, je n'ai jamais voté. J'ai voté qu'une fois dans ma vie, c'est pour M. Kohl, parce que j'étais d'accord avec sa politique sur l'Europe. En quelle année vous avez voté? Là, maintenant, il y a quelques mois. D'accord. Alors, vous allez nous, puisqu'on est en campagne présidentielle, vous allez nous dire comment vous relookeriez un petit peu nos candidats à l'élection présidentielle. Alors, pour vous, on a un petit peu imaginé un défilé de nos candidats politiques, c'est-à-dire Balladur, Jospin, Jacques Chirac, Robert Hue. Alors, regardez.
Vous savez, M. Balladur est quand même, dans le genre classique, le mieux habillé de tous. Ses costumes sont admirablement faits. Lionel Jospin. Il a changé de look, il était plus velours côtelé au départ. Oui. Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a un problème, il est 100 fois moins bien à la télévision et en photo qu'il n'est dans la vie. Oh, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Non, mais c'est vrai, Ouais. je le connais, donc je peux vous dire. Robert Hue. Je ne le connais pas assez, mais lui, il fait assez Schreiber Hollington, coin du feu, gros pull et tout. Bon. Allez, mon cher maître, allez. Oh, ben, Édouard Balladur, comment vous l'habilleriez Eh bien, je pense s'il que- devient président de la République? Je alors pense que M. Balladur, il a trouvé son look parce que dans ses costumes, regardez-les, je sais qu'il fait ses costumes, hein, les épaules sont admirablement coupées, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que tout ça c'est d'un goût parfait, il n'a jamais une chose voyante ni rien, donc je pense que pour son physique, il a trouvé le look qu'il fallait et que c'est difficile de s'habiller mieux. C'est pas pour le flatter que je dis ça, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Je pense que ses costumes sont impeccables. La tête n'est pas Mais fixée. il a toujours un peu les épaules étroites. Hein. Ses costumes ont toujours Mais un ils sont peu très les bien épaules coupés, hein. étroites. Oui, mais non ils sont très très bien coupés. Hein. Oui, oui. C'est pas gênant alors? Non, mais pourquoi il n'est pas tellement gigantesque qu'il va se faire des épaules d'Hercule. Moi, je trouve que cette silhouette lui va très bien. Le côté sportswear, ça lui va un peu moins bien. Voilà. Donc, vous lui remettez le dé d'or de... Pour son look, parce que vous savez, moi je suis contre les dés d'or et tous ces trucs-là, parce que ça c'est parfait pour lui, c'est pas forcément parfait pour les autres. Bon, alors... Mais remarquez, c'est quand même très dans le vent là ce que vous faites pour Édouard Balladur. Vous trouvez que ça correspond Écoutez, à ce moi qu'il est je fais de la mode, donc n'importe quel dessin que je fais a un côté un peu dans, On dirait le vent. presque un Mais costume il est pour mince, Jacques il Lang, n'est hein. pas gros, il est mince, et ses vêtements sont admirablement coupés, donc moi je le perçois comme ça. Ouais. On dirait presque un costume pour Jacques Lang. Allez, alors... Non, Jacques Lang, il est plus grand, ses épaules sont plus carrées puisqu'il porte une tirée musculaire. Non, il n'est pas du tout comme ça, Jacques Lang. Bon. Moi, j'aime beaucoup Jacques Lang, mais c'est un look tout à fait différent. Il peut se permettre des Allez-y, le look de Jacques Lang, là. Ben, Jacques Lang, d'abord, c'est sa belle tignasse toute frisée, Ouais. et puis il porte toujours des costumes dans des couleurs vives, comme ça, beaucoup plus larges, comme ça, les épaules, avec, comme ça, souvent. Moi, j'aime bien quand il porte des chemises noires, comme ça, et avec les pantalons et les vestes de couleur. Lui, il est comme ça, et ça lui va très bien. Mais il a une allure plus dégagée aussi. Bon, alors, Lionel Jospin, alors, est-ce que lui, il a besoin vraiment de s'habiller un peu plus quoi? Un peu plus président de la République? Ben, il ne l'est pas encore. Hein. Donc, je sais pas, avant, il avait un look très velours côtelé, un peu campagne. Maintenant, il essaie de s'habiller suivant la fonction à venir ou à pas venir. Donc, les costumes ne sont pas aussi bien faits que le costume de M. Balladur. Oui. Mais pour le moment, on l'a si peu vu Mais les costumes de M. Balladur ne sont-ils pas anglais, non? Non, je crois que c'est Féruche, si vous voulez que je sois indiscret. Ah bon. C'est ce que j'ai entendu dire. Je n'en sais Très rien. bien. Non, non, c'est français. Voici une indiscrétion. Alors, Jospin, donc. Jospin, je crois vous savez qu'il devrait s'habiller, lui, un peu dans l'esprit de le cercle des poètes disparus, vous voyez. Des vestes très tweed bien romantique, coupées. très Oui, poétique, quand parce qu'il a quand même ses beaux cheveux blancs, je ne disais pas parce que les miens sont blancs, avec des vestes tweed, mais joliment coupées, des chemises à carreaux, un nœud papillon. Un nœud papillon? Oui, je vois bien avec un nœud papillon. Ouais. Oui, non, ça lui irait très bien. Hein. Une pochette imprimée, voilà, comme ça, avec des pantalons dans le même tweed, comme ça. Mais du tweed élégant, pas du tweed artiste. Hein. Ouais, il y en a un qui porte souvent des nœuds papillons, c'est Monsieur Fidiou. Hein. Mais moi, j'aime assez les... Ah, vous aimez bien? J'aime assez les nœuds papillons. Quand j'étais enfant, j'allais avec des énormes nœuds à l'école. Non, mais je pense que ça lui donnerait un côté un peu plus gentil, parce que quelquefois, avec ses nouveaux lunettes, son regard un peu trop perçant, ça adoucirait un peu. Bon, alors très bien. Donc le conseil, si Lionel Jospin suit l'émission ce Si au soir... passage, il baisserait la voix d'un demi-ton, ça serait encore mieux. Qui, Lionel Jospin? Je trouve que sa voix est un peu haute. Ah bon? Je trouve que c'est un peu agressif, elle sonne. Ah. Alors Jacques Chirac?